Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite réagir à une vidéo qui m'a profondément marqué, le discours de Julius Malema au Nigeria, intitulé « Non au tribalisme et à la xénophobie ». Investisseurs et industries culturelles nigérianes se sont également développés en Afrique du Sud. La musique nigériane, les cinéastes, les écrivains influencent la culture sud-africaine, tout comme les universités et les industries sud-africaines offrent des plateformes aux talents nigérians. Mais cette coopération a été inégale et parfois entachée de suspicion et de l'expérience douloureuse de la xénophobie. Permettez-moi d'être sans équivoque ici. La xénophobie est une trahison de l'unité africaine. C'est une maladie née de la pauvreté, de l'inégalité et de l'échec du gouvernement, mais ses victimes sont nos frères et sœurs africains. Les Nigérians, les Zimbabwéens, les Congolais et les Somaliens ne sont pas la cause de la crise du chômage en Afrique du Sud. La cause réside dans l'économie sud-africaine non transformée, qui reste entre les mains de la minorité blanche et des multinationales qui continuent d'exploiter la main-d'œuvre tout en refusant d'industrialiser. S'attaquer à d'autres Africains détourne la colère du véritable ennemi et nous devons éduquer notre peuple pour lui faire comprendre que l'unité et non la division est la solution à la crise africaine. Si nous voulons mettre fin à la migration à sens unique où les Nigérians sont contraints de quitter leur pays à la recherche d'opportunités en Afrique du Sud, nous devons intégrer nos économies. Les jeunes ingénieurs nigérians devraient pouvoir travailler à Johannesburg, Gaborone, Windhoek, Harare, Le Caire et Accra, non pas en tant qu'étrangers, mais en tant qu'Africains contribuant à l'Afrique. Les entrepreneurs sud-africains devraient pouvoir s'installer à Lagos sans suspicion, mais avec le soutien en tant que partenaires dans un avenir commun. Nous devons harmoniser les politiques commerciales, aligner les régimes de visa et construire des infrastructures continentales qui relient nos peuples. En réalité, nous n'avons pas besoin de visa. Nous n'avons pas besoin de visa entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, tout comme nous n'avons pas besoin de visa pour que nos peuples voyagent sur leur propre continent. Nous ne faisons qu'un. L'Afrique du Sud et le Nigeria connaissent tous deux la douleur du colonialisme, ont tous deux affronté des divisions internes et ont tous deux enduré les pressions de l'impérialisme mondial qui cherche à nous diviser, nous exploiter et nous contrôler. Tous deux savent que la seule voie à suivre est la solidarité panafricaine. Nous devons rejeter l'illusion que notre salut viendra de Washington, Londres, Bruxelles ou Pékin. Notre salut se trouve ici, à Lagos et à Johannesburg, à Abuja et à Pretoria, entre les mains des Africains qui refusent d'être divisés. Ensemble, le Nigeria et l'Afrique du Sud peuvent diriger la zone de libre-échange continentale. Ce discours n'est pas simplement une prise de parole politique, c'est un véritable appel à l'unité, à la conscience collective et à la renaissance africaine. Africaine, non pas comme un simple accord sur le papier, mais comme une réalité vivante qui transforme la vie des gens ordinaires. Ensemble, nous pouvons exiger un commerce équitable, protéger nos industries et investir dans l'éducation, la technologie, l'innovation. Ensemble, nous pouvons prouver que l'Afrique n'est pas un continent mendiant, mais un continent de géants. Nous devons prouver au monde entier que nous ne sommes pas xénophobes, que nous nous aimons les uns les autres. Les Noirs ne sont pas aimés en Afrique et ne sont pas aimés en dehors de l'Afrique. Nous avons le devoir de nous aimer nous-mêmes et de montrer au monde entier comment il doit nous traiter. Nous ne pouvons pas mal nous traiter les uns les autres et nous attendre à ce que les autres nous traitent beaucoup mieux. La façon dont tu traites ton propre frère et ta propre sœur enseigne aux autres comment ils doivent te traiter. L'unité de notre continent est primordiale et nous ne devons jamais nous associer à une quelconque idéologie xénophobe qui perpétue les divisions en Afrique du Sud. La solidarité est ce dont nous avons besoin les uns envers les autres. Mes camarades, pour conclure, je veux affirmer qu'en tant qu'Africains, notre lutte n'a jamais été limitée par les frontières. Depuis le tout début de la lutte de l'Afrique du Sud contre l'apartheid, nous savions que la souffrance d'un peuple opprimé, où qu'il soit dans le monde, est la souffrance de tous les peuples opprimés partout.
C'est dans cet esprit que l'Afrique du Sud, pendant sa lutte de libération, a été soutenue par le Nigeria et d'autres nations africaines qui ont déclaré que l'apartheid n'était pas simplement un problème sud-africain, mais un crime africain et mondial. C'est dans ce même esprit qu'aujourd'hui, nous affirmons que notre libération, en tant qu'Africains, restera incomplète si nous détournons le regard des luttes de ceux qui continuent de souffrir sous l'occupation, le colonialisme, l'impérialisme et l'exploitation économique. C'est cette tradition de solidarité qui nous oblige aujourd'hui à nous exprimer clairement sur la lutte des autres peuples opprimés. L'EFF continue de soutenir fermement le Sahara occidental, la Palestine, Cuba, Haïti, la République démocratique du Congo en tant qu'engagement envers le droit international et la justice. Au Sahara occidental, l'occupation continue par le Maroc viole le principe de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine, qui consacrent tous deux le droit à l'autodétermination. La Cour internationale de justice a affirmé en 1975 que le Maroc n'avait aucune souveraineté sur le Sahara occidental. Et pourtant, des décennies plus tard, le peuple sahraoui demeure dépossédé. En Palestine, nous sommes témoins de l'une des violations les plus graves du droit international de l'histoire moderne. Le régime d'apartheid d'Israël défie, depuis des décennies, les résolutions de l'ONU, les conventions de Genève. Résumé et contenu du discours. Dans cette intervention, Julius Malema rappelle d'abord que l'Afrique est un seul continent et qu'elle ne peut pas continuer à être divisée par les frontières tracées par la colonisation. Genève et le droit international humanitaire. La punition collective, le bombardement d'hôpitaux, l'appropriation illégale de terres, le meurtre d'enfants et la famine délibérée de populations sont des crimes au regard du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le monde ne peut pas rester neutre face au génocide. Et tout comme l'apartheid en Afrique du Sud a été déclaré crime contre l'humanité, la communauté internationale doit également reconnaître et agir contre l'apartheid et le génocide perpétré par Israël. L'importance de lutter sur le plan juridique a été démontrée dans ce cas lorsque le gouvernement sud-africain a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice pour dénoncer ces crimes alors qu'aucun autre pays n'osait le faire. Cette lutte devant la Cour internationale a été remportée lorsque la Cour a déclaré qu'Israël perpétrait effectivement un génocide. Une victoire nécessaire pour détourner certains soutiens d'Israël et pour encourager d'autres pays à prendre la parole. Ce combat a également conduit la Cour pénale internationale à émettre un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense pour crimes de guerre. C'est là le pouvoir de la communauté juridique dans la lutte mondiale pour les opprimés. Cependant, le rythme de la CIJ est lent et le jugement final sur l'accusation de génocide contre Israël n'a pas encore eu lieu. Nous devons donc affronter la vérité dérangeante que la lenteur de ces procédures n'est pas accidentelle, mais reflète un ordre juridique mondial conçu et maintenu sous la suprématie blanche. Le droit international est rapide et impitoyable lorsqu'il s'agit de poursuivre les dirigeants du Sud global, mais il se montre hésitant et prudent. Prudent lorsqu'il s'agit de crimes commis par les puissances occidentales ou leurs alliés. C'est une hypocrisie que nous devons nommer sans crainte. Lorsqu'un dirigeant africain est accusé, des inculpations sont prononcées du jour au lendemain, des sanctions sont immédiatement imposées, des interventions militaires sont justifiées au nom du droit international. Cependant, lorsqu'Israël affame des enfants à Gaza ou que les États-Unis et leurs alliés envahissent des nations et renversent des gouvernements, ces mêmes institutions découvrent... Il insiste sur deux fléaux qui nous affaiblissent. Le tribalisme, qui divise les peuples à l'intérieur d'un même pays, créant des tensions, des rivalités et parfois même des conflits violents. La xénophobie, qui pousse certains Africains à rejeter ou attaquer leurs propres frères venus d'autres pays africains, alors que nous partageons les mêmes racines, la même histoire et les mêmes combats. Soudainement, la retenue, la complicité et le retard. En tant que communauté juridique africaine, vous ne pouvez pas accepter ce deux poids, deux mesures. Vous devez avoir le courage de créer des systèmes alternatifs et équitables de responsabilité qui ne se plient pas aux intérêts impérialistes.
Si la soi-disant communauté internationale refuse de rendre justice en temps réel, alors l'Afrique doit promouvoir ses propres tribunaux, ses propres instances, ses propres instruments de solidarité et de protection. De la même manière que nous avons construit des mouvements de libération lorsque le colonialisme nous a refusé la liberté, nous devons aussi bâtir de nouvelles institutions juridiques lorsque celles qui existent nous font défaut. À Cuba, depuis plus de 60 ans, les États-Unis imposent un blocus économique en violation du droit international, y compris du principe de non-ingérence et du droit souverain des nations à choisir leur système social et économique. Malgré cela, Cuba a fait preuve d'un engagement profond envers la solidarité humaine, envoyant des médecins à travers le monde, y compris en Afrique, accueillant des Africains dans ses salles de classe et participant à la libération des opprimés. Cuba n'a jamais envoyé ses soldats nulle part pour tuer qui que ce soit. Au lieu de cela, ils envoient leurs médecins partout pour sauver des vies. La tragédie d'Haïti est celle d'une injustice historique. La révolution haïtienne fut la première déclaration de liberté noire dans le monde moderne, mais elle a été punie par des siècles de sabotage économique et de dettes imposées. Contrairement à tout principe de justice, aujourd'hui Haïti souffre d'ingérences étrangères, du déni de sa souveraineté et de l'imposition d'une gouvernance extérieure. Le droit international exige des réparations, l'annulation de la dette et le retrait des forces étrangères afin qu'Haïti puisse se gouverner dignement. Nous avons vu que la RDC n'a pas connu la paix à cause de ses ressources minérales. Nous devons soutenir la RDC et exiger qu'il y ait une paix permanente en RDC et partout ailleurs en Afrique. Car sans paix, la RDC ne connaîtra jamais la croissance économique. Nous sommes parce que la RDC est. Nous sommes le peuple du Soudan du Sud. Nous devons veiller à ce qu'aucun recoin de l'Afrique ne soit le théâtre de fusillades où des Africains s'entretuent. Les Africains doivent toujours être unis contre les forces ennemies qui veulent exploiter notre continent. Nous sommes ici aujourd'hui pour revendiquer notre terre. Nous voulons que la terre d'Afrique soit rendue à l'Afrique, car elle appartient aux Africains. Nous voulons que les minerais d'Afrique soient rendus aux Africains, car c'est là qu'est leur place. Nous voulons construire des industries en Afrique et transformer nos minerais ici, en Afrique. Nous en avons la capacité. Nous ne devons jamais permettre aux forces impérialistes de nous diviser afin de nous voler nos minerais. Nous exigeons une Afrique unie. Nous exigeons une Afrique sans frontières. Nous exigeons une Afrique avec un seul président, une seule monnaie, un seul commandement militaire, un seul parlement, car nous savons que la monnaie africaine sera bien plus forte face à la monnaie américaine. Nous nous moquons de ce que Trump pense de nous. Il ne choisira jamais une orientation politique pour les Africains. Nous ne sommes pas les sujets de Trump. Nous devons refuser d'être les sujets de Trump. Nous devons rester unis alors que le monde change et montrer au monde que l'Afrique est une et que l'Afrique est l'égale de toutes les nations, de la Chine, de la Russie, de l'Amérique. Nous ne sommes pas une petite nation, nous sommes une grande nation. Nous ne sommes pas un continent obscur. Comment pourrions-nous être obscurs alors que nous avons des diamants qui brillent parmi nous? Nous sommes une nation brillante. Je vous remercie. Pour Malema, ces divisions ne profitent qu'à ceux qui veulent maintenir l'Afrique faible, exploitée et dépendante. Il appelle donc la jeunesse africaine à s'unir, à dépasser les différences ethniques et nationales et à se concentrer sur ce qui nous rassemble, notre identité africaine et notre avenir commun. Analyse personnelle. J'ai trouvé ce discours extrêmement puissant et pertinent. Trop souvent, nous voyons des conflits internes qui ne servent qu'à ralentir notre développement. Au lieu de travailler main dans la main, nous nous laissons piéger par la haine et les préjugés. Julius Malema nous met face à une vérité dure mais nécessaire. Tant que nous continuerons à nous diviser entre nous, nous ne pourrons jamais construire une Afrique libre, forte et prospère. Son message est un rappel que notre véritable ennemi n'est pas notre voisin, mais bien la pauvreté, l'injustice, l'exploitation économique et les séquelles du colonialisme. Ouverture et conclusion. En écoutant ce discours, je me suis demandé, et moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre le tribalisme et la xénophobie ?
Je pense que cela commence par l'éducation, par le respect des autres cultures africaines et par la promotion d'un esprit d'unité. Ce message de Malema doit nous inspirer tous, jeunes et moins jeunes, à dépasser nos différences pour bâtir ensemble l'Afrique que nous voulons voir émerger. Je vous invite à partager vos réflexions. Est-ce que vous pensez que ce genre de discours peut réellement changer les mentalités et faire avancer l'Afrique vers plus d'unité ?